Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous parce que vous avez perdu ce soir un de vos plus proches. Je le sais, on a souvent parlé de votre relation Oui. avec Jean-Pierre Elkabbach. Quels sont les premiers mots que vous avez en tête ce soir pour lui rendre hommage? Écoutez, je pense, sans vouloir jouer les grandiloquences, que c'était le meilleur intervieweur qu'on ait eu. J'en connais pas qui lui soit comparable, à la fois par l'incroyable acharnement qu'il mettait pour arracher l'assentiment d'un invité, y compris des premiers ministres qui faisaient finir par réveiller à 4 heures du matin, ce que j'ai connu, y compris pour décrocher une interview avec Assad. Il s'y préparait, s'il le fallait, 6 mois à l'avance. Donc il y avait cet acharnement qui, je crois, est vraiment unique. Il y avait ensuite la méticulosité avec laquelle il préparait ses interviews jusqu'au bout. Il les préparait presque trop, y compris avec ceux qu'il allait interroger. Mais du coup, il arrivait à en tirer ce que les autres n'en tiraient pas. Puis il y a des moments quand même d'anthologie. Bon, on en a eu beaucoup ensemble. Ensemble, on va en parler, évidemment. On a interrogé Sadat, ou quand on a interrogé le président de la République, quand on a interrogé tous les leaders, enfin, etc. Mais ce qui me frappait, c'était que, quelles que soient les circonstances, il lui fallait absolument, jusqu'au bout, tout préparer, discuter avec ceux qu'il allait interroger. Moi, j'avais horreur de ça, de discuter à l'avance. Mais lui, adorait ça, il était comme ça. Il était inépuisable, incroyablement inventif, mais il arrivait en plus, alors ça, c'était un don de la nature, à créer dans chaque interview une dramaturgie permanente. Il était l'auteur d'une dramaturgie. Et du coup, les interviews avec lui prenaient à la fois une densité, et une densité souvent assez obscure, souvent assez triste d'ailleurs, mais très impressionnante, parce qu'il portait des tragédies avec lui. Il vivait l'histoire comme une tragédie, il vivait ses interlocuteurs comme les acteurs d'une tragédie. Et à vivre ça et à partager ça avec lui, c'était une expérience vraiment très particulière. Mais pour moi, les interviews les plus exceptionnelles, je pense même uniques, qu'il a réussi à faire, sont évidemment la série d'interviews avec François Mitterrand sur le point de mourir. En 94. Et dans lequel, au fond, François Mitterrand a réglé ses comptes avec sa mémoire. Et c'est Jean-Pierre qui le lui a arraché. Quand il allait voir François Mitterrand, il le trouvait allongé sur un sofa, à peine capable de parler. Et puis ils se retrouvaient tous les deux et ils arrivaient à sortir des documents. Quand on repassera ça, je crois que dans l'histoire de la télévision française, c'est unique. Bon, alors par ailleurs, c'était un patron difficile, exigeant, coléreux, impatient, voulant toujours, perfectionniste, voulant toujours tout améliorer, tout inventer, tout changer, tout incarner, prenant des risques souvent déraisonnables. Il se mettait en péril sans arrêt. On va parler du patron, on va parler du journaliste, de ces interviews dont vous parliez, mais vous parliez de sa méticulosité, de son anxiété aussi, parfois avant les interviews, etc. Toujours avant les interviews. Il était comme ça aussi tout le temps dans la vie, ça le prenait aussi fort comme ça dans la vie, vous qui le connaissiez évidemment dans l'intimité. Quand j'étais avec lui, j'avais toujours l'impression que je roulais à 60 et lui à 120. C'est-à-dire que il vivait tout avec une intensité presque pathologique. Alors c'est l'homme. C'est-à-dire tout le temps dans la vie. Mais dans tous les domaines. Mais évidemment, spécialement dans ce qui était professionnel, mais pas exclusivement. Il écrivait son théâtre tous les jours. Il le faisait, il l'incarnait, il le jouait, il le préparait. Il était toujours insatisfait quand il avait terminé. Bon, sa récompense, que je trouvais totalement dérisoire, je lui disais tout le temps, et je me moquais de lui pour ça, c'était d'arracher une dépêche de l'AFP. Il considérait que s'il y avait une dépêche de l'AFP sur son interview, c'était un grand jour. Je lui disais, c'est rien du tout, une dépêche de l'AFP, il y en a 10 000 par jour, ça sera oublié cet après-midi. Mais pour lui, il avait besoin de ce genre de choses. Mais moi, je me souviens de vous deux, tous les matins, parce qu'il trouvait que je travaillais à l'époque avec Jean-Pierre Elkabbach, que ça a été mon patron. Je me souviens de vous deux, tous les matins, dans le même café,
à refaire le monde tous les matins. De quoi vous parliez dans ces moments-là, Alain Duhamel? Beaucoup de lui, parce qu'il s'intéressait quand même énormément à ça. Et c'est l'ami qui parle. C'est, oui, peut-être même son meilleur ami. Oui. Il a été au chômage à un moment, en 1981, parce qu'il avait été évincé de la télévision. Je faisais mon éditorial, et il venait après, tous les jours, et tous les matins, on prenait un petit déjeuner ensemble après. Et on refaisait à la fois le monde et son monde, parce qu'il se préparait déjà à reconstruire quelque chose. On ne peut pas dire qu'il n'était pas entrepreneur dans tous les domaines, mais dans le domaine professionnel pour commencer. Et quand la politique, dans vos conversations, quand la politique s'éloignait, quand les médias s'éloignaient, de quoi il parlait? De quoi vous parliez? Alors, la politique ne s'éloignait jamais beaucoup, mais c'était aussi, ce que d'ailleurs on sait moins, c'était aussi quelqu'un de très cultivé, qui lisait sans arrêt des bons livres, des livres difficiles. D'ailleurs, une des meilleures émissions qu'il ait jamais faites, c'était les émissions littéraires qu'il avait dirigées sur Public Sénat, créées et dirigées sur Public Sénat. Bibliothèque Médicis. C'est exactement. C'était... il y présentait des livres souvent peu accessibles, mais qui rendaient accessibles. Et c'était, en ce sens, c'était aussi un intellectuel, même si c'était d'abord vraiment un journaliste, un accrocheur, un décrocheur d'interviews, ce qu'il a pu faire pour obtenir des interviews impossibles, que ce soit avec Gorbatchev, que ce soit avec Sadat, c'était assez invraisemblable. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Jean-Pierre Elkabbach, qui a été avec les Français depuis 60 ans maintenant? D'abord qu'il a eu des débuts difficiles, qu'il a été très marqué par la mort de son père quand il avait à peine 10 ans, qu'il a vécu en Algérie au moment où il a commencé sa carrière, oui, pendant la guerre. Donc il avait le drame en lui. Il vivait la vie comme un drame, mais comme un drame dans lequel il était aussi, non pas un héros, mais peut-être celui qui est chargé d'expliquer au public la scène qui va se dérouler. Et il était très imaginatif et entreprenant, très fatigant, très fatigant, toujours insatisfait. Il fallait lui tenir tête, il pouvait être très impérieux. Alors nous, on avait un accord. Il fallait être à égalité, et quand il essayait de déraper un peu, ça bardait. À égalité notamment dans les débats, dans les émissions? Oui, puis dans la vie. Dans la vie aussi? Parce que c'était aussi ce que moi j'ai jamais été, ni d'ailleurs voulu être, une star. Il était aussi une star, avec quelquefois des comportements de star. Il aimait ça? Oui, il aimait ça, mais il aimait ça parce que c'était aussi une partie de son théâtre. Et c'est lui qui avait inventé l'écharpe rouge à mettre autour du cou. Elle était bleue beaucoup, la sienne, dans les années où je l'ai connue. Elle était rouge au départ. C'était quelqu'un, quand il entrait quelque part, c'était un personnage qui entrait. Et il le savait. Il le savait, il aimait ça. Mais en revanche, dès qu'il était dans un studio ou en train de préparer une interview, c'était le plus professionnel qu'on puisse imaginer, jusqu'à l'épuisement. J'ai eu un mal de chien à le discipliner et à lui expliquer qu'on ne me téléphonait pas à 6 h du matin parce qu'il se demandait si telle question qu'il avait envie de poser 1 heure plus tard était la bonne question ou s'il en fallait une autre. Souvent, en revanche, le nombre de fois où il m'a téléphoné parce que telle question, est-ce que ça irait, etc., ou c'est stratégique quand on faisait carte sur table ensemble et donc que tous les deux, on interrogeait un des principaux personnages de la République ou de l'Europe d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup interrogé de dirigeants étrangers, à commencer par exemple par Kohl plusieurs fois. Dans ces cas-là, il était incomparable, épuisant, fatigant, frustrant, dramatisant à l'avance, dramatisant pendant, dramatisant après. Mais avec lui, il se passait toujours quelque chose. Et les journalistes qui peuvent se dire qu'avec eux, il passe toujours quelque chose, même si certains ne l'aiment pas, même s'il était fatigant. Bon, je n'en connais pas 50. On reverra dans un instant le moment clé
On en a vu un extrait tout à l'heure, mais 1981, l'annonce, parce que cette soirée-là, elle est particulière pour vous deux. Vous y étiez aussi à la Bastille. Non, moi, je ne sais pas. Non, mais... Lui, oui. Lui, oui, voilà, exactement. C'est une différence de nature. Vous allez nous raconter ça dans un instant, on va voir l'extrait. Mais d'abord, votre rencontre à tous les deux. Vous vous souvenez de la première rencontre? Très bien. Je le connaissais de nom, je l'avais entendu à France Inter, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et il a demandé à venir me voir chez moi, donc il est venu chez moi. Et il m'a dit, voilà, je ne vous connais pas, mais je sais qu'il va, etc. Je voudrais faire une émission avec vous. Nous serions tous les deux seuls en face d'un invité, dans un tout petit studio, pour qu'on puisse pratiquement se toucher en se parlant, et qu'on crée une atmosphère de tragédie grecque. Et je lui ai dit, écoutez, il faut quand même que je réfléchisse avant d'accepter ça, parce que moi, d'abord, la tragédie grecque, c'est pas absolument mon registre, et ensuite, on se connaît pas. Bon, et puis, finalement, ça s'est fait. Mais honnêtement, je crois que cette émission qui s'est appelée Carte sur table, dans le genre, ça restera quand même comme une bonne émission. C'est un monument de la télé, Carte sur table, évidemment. Oui, et puis c'était assez original. C'était grec. C'était une tragédie grecque. 1981, donc, l'élection de François Mitterrand. Jean-Pierre Elkabbach annonce l'élection et vous nous racontez la suite juste, dans un instant. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Alain Duhamel, la coulisse de ce qui se passe là, c'est qu'au fur et à mesure, Jean-Pierre Elkabbach sait qu'en réalité, avec la victoire de François Mitterrand, c'est terminé pour lui ce soir-là, sur cette chaîne-là, c'est-à-dire Antenne 2. Absolument. Et on connaissait les résultats en gros 20 minutes avant. Il savait très bien ce qui allait se passer. Il portait sur son visage l'intensité du moment. Il savait que ça allait très mal se passer, qu'il y aurait des... Ça faisait plusieurs jours depuis qu'il y avait du suspense. Il savait que ou bien il serait un vainqueur, ou bien il serait un pestiféré. Et c'est ce qui s'est passé. Alors je dois dire que j'ai vu beaucoup de scènes quand même dans ma vie, mais la façon dont on s'est comporté avec lui dans les semaines qui suivaient, ceux qui, dans la rédaction de France 2 à l'époque, qui était Antenne 2 à ce moment-là, se roulaient à ses pieds. Et il faut dire que quelquefois, il les écrasait un peu. Qui brusquement se sont précipités contre lui comme une espèce de contagion générale. À voir, ça n'était vraiment pas beau. Ce soir-là, où, on l'a beaucoup dit, la foule de gauche à la Bastille scande son nom et hue son nom. Celui de mon frère et de moi. Le vôtre, absolument. Celui de Moujotte. Mais la différence, c'est que... Lui, il y va. Il veut voir ça. Ah, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il est tellement journaliste qu'il veut être journaliste de sa crucifixion. Et comment ça se passe quand il arrive là-bas? Il y va incognito. Il n'est quand même pas monté sur le podium. Bon. Mais d'abord, il était préparé à ce qui allait se passer. Il s'attendait au comportement des uns et des autres. Bon, il n'avait pas toujours facilité les choses avant non plus, il faut le reconnaître. Et ensuite, il a été stoïque jusqu'à ce que... Il avait quand même tellement de talent qu'il y a des gens qui ont compris qu'on n'allait pas le laisser comme ça pendant des années à ne rien faire. Et il a recommencé par Europe tout doucement, dans une petite émission, puis une grande, etc. Et puis ensuite, bon, il est devenu président de France Télévisions, directeur général, ou président d'ailleurs d'Europe 1, etc. Celui que je préférais, c'était le journaliste. Pourquoi? Parce que comme journaliste... Il a été meilleur journaliste que patron? Comme journaliste, il avait des qualités... vraiment, je ne dis pas ça du tout parce que je le pleure aujourd'hui, mais comme intervieweur, il avait des qualités que personne d'autre n'avait, en tout cas en France. Et comme président, il avait beaucoup d'idées, il était très dynamique. Comme gestionnaire, franchement, ça n'était pas un
Vous parliez tout à l'heure, encore une fois, de sa méticulosité, de son anxiété, de la manière dont il cherchait les bonnes questions. C'était surtout de la manière dont il cherchait la première question. Il était connu pour ça, pour avoir une première question absolument ciselée, pour tout de suite désarçonner son interlocuteur. À la radio. À la radio, absolument. À la radio. À la télévision, c'était un peu différent. Mais à la radio, oui. Et disons qu'il pressentait la réponse. Il espérait la réponse. Oui. Il y en a eu plusieurs, notamment Marine Le Pen, vous n'avez pas honte? Oui. C'était en 2015, juste après l'attentat Charlie Hebdo, juste après une manifestation de soutien à Charlie Hebdo, où Marine Le Pen n'est pas là, et il démarre cette interview en disant « Vous n'avez pas honte », sans rien dire d'autre. Oui. Mais il avait le sens de la mise en scène, ce qui est normal compte tenu de la façon dont il vivait l'information et dont il interprétait son propre rôle. Un rôle, c'est aussi une voix. On a entendu sa voix là à l'instant. Sa voix qui a été beaucoup imitée, qui a été beaucoup caricaturée. Il aimait ça, il était conscient de ça aussi. Faut se rendre... bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'il y a le meilleur intervieweur, il y a le journaliste, il y a l'intellectuel, etc. Il y avait aussi la star. Mais il y avait aussi le fait qu'il était devenu un symbole. Par exemple... Après Carte sur table, où il y avait eu des scènes mémorables avec Marchais, avec Chirac, etc., il était en même temps devenu un personnage dans les émissions de divertissement à la télévision. Et les enfants, dans les cours de récréation, jouaient à El Kabbach et Marchais. Mais vraiment, et c'était pas simplement une fois dans une école. C'est devenu... C'était le taisez-vous El Kabbach. Oui. Qu'en réalité, Marchais n'a jamais vraiment prononcé. Non, pas comme vraiment. ça. Non. Pas comme ça. Effectivement. Bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir Maxime. Merci de nous rejoindre. Alain disait à l'instant que Jean-Pierre Elkabbach était un symbole. Symbole de quoi pour vous? D'abord, c'est 63 ans de carrière. Jean-Pierre Elkabbach, il a traversé toute la Ve République jusqu'à ce soir. Au fond, au-delà des journalistes qui l'ont tous connu et qui l'ont tous eu d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, comme un modèle, parce que en intervieweur politique, pour des professionnels, ça reste un modèle. Mais même pour les Français, c'est quelqu'un qui a été à la télévision, à la radio, et on l'a vu, on l'a entendu. Il a interviewé toute une génération d'hommes politiques. Et puis, il y a 1981, j'écoutais Alain religieusement. Pourquoi? Parce que moi, en 2011, pour le 30e anniversaire de 1981, j'ai voulu reconstituer cette soirée. D'ailleurs, je suis allé interviewer Alain Duhamel, je suis allé interviewer Étienne Moujotte, qui était mon patron, qui a été mon patron. Et qui était à côté de Jean-Pierre Elkabbach ce soir-là. Et je suis allé interviewer Jean-Pierre Elkabbach. C'est très intéressant parce que cette histoire, c'est une histoire incroyable. C'est 6 heures d'émission le soir. Ils font 6 heures d'antenne. Enfin, c'est beaucoup de tension, c'est électrique. Chacun livre une version de cette soirée qui est pas très éloignée, avec quand même des nuances assez différentes. Et Jean-Pierre Elkabbach sur les trois, sur les trois, j'allais dire, journalistes qui sont ce soir-là, on a vu un extrait. Jean-Pierre Elkabbach, c'est celui qui est le plus marqué. Il dit, j'ai été une victime expiatoire de l'alternance. Et c'est vrai, quand il raconte qu'il va à 1h30 du matin avec sa femme à la Bastille, lui, il livre une version différente de la version qui est connue. C'est-à-dire, lui, il dit, mais il n'y a jamais eu de sifflet. Il parle il dit, c'est une légende inventée par Serge Moati et d'autres. Et 30 ans plus tard, ils l'ont reconnu. C'était un mensonge. Il est persuadé de ça, et ensuite il raconte, j'allais dire, tous les noms. Marchais, Defer, Mauroy, qui ont eu sa peau un mois plus tard, et il en parle avec virulence. J'avais fait la même interview d'Alain, parce que j'avais fait une grande enquête, qui était beaucoup plus distancié par rapport aux événements, même si il les a vécus aussi à sa manière. Et Jean-Pierre Elkabbach, il a vraiment, et il va plus loin. Il raconte comment il est viré, comment il fait sa traversée du désert. D'ailleurs, il écrit Taisez-vous Elkabbach pendant cette année de retrait. Je vous coupe juste, Bruno, parce qu'on voit défiler derrière vous, évidemment, un certain nombre de photos, notamment de personnages que vous venez de citer aussi. De toutes les grandes interviews, Alain Duhamel, que vous avez réalisées avec Jean-Pierre Elkabbach, de tous les grands débats, notamment les débats présidentiels que vous avez animés, lesquels vous retenez? Lequel ou lesquels vous retenez? Jean-Pierre, je pense que là où il était avec des dirigeants politiques français, le meilleur et, disons, avec la plus forte intensité, c'était Marchais et Chirac. Ça se passait très mal pour lui avec les deux.
Marché passait son temps à essayer d'instaurer. Marché, il avait une présence physique impressionnante, et il passait son temps, il se préparait aussi bien que Jean-Pierre. Et il essayait de l'intimider. Et Jean-Pierre le provoquait. Il y avait ce duel. Je te provoque, tu m'intimides, mais non, tu n'arrives pas à m'intimider et je continuerai à te provoquer. Bon. Et avec Chirac, j'ai quand même vécu une émission d'1 heure, puisque Carte sur table, ça durait 1 heure, pendant lesquelles Chirac me répondait exclusivement et refusait de répondre à Jean-Pierre. Parce qu'il considérait que c'était un adversaire et il était comme ça. Et dans ces cas-là, il avait la tête qu'on voit sur cette photo. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que s'il avait eu une hache, Jean-Pierre aurait été décapité. Bon. Et comment réagit Jean-Pierre Elkabbach à ce moment-là? D'être ignoré. Avec Marché, ils se connaissaient tellement. Et d'une certaine manière, c'était 2 stars l'une en face de l'autre. Et donc, ils étaient totalement antagonistes et un peu complices quand même. Avec Chirac, c'était pas du tout ça. Avec Chirac, Chirac le traitait comme un adversaire politique. Jean-Pierre traitait Chirac comme quelqu'un qui voulait l'écraser. C'était de l'animosité. Par la suite, ils deviendront très amis, hein, mais ça n'avait rien à voir. De même avec Marché. Quand on voyait Marché et Jean-Pierre ensemble, on avait l'impression qu'ils allaient se taper dessus en sortant du studio. Après quoi, Marché nous invitait 3 semaines après à déjeuner. C'était... mais il y avait le côté star quand même qui jouait, et avec Marché, les deux étaient contents de se retrouver quand même l'un en face de l'autre. Et puis, bon, moi je jouais à côté le troisième, le sérieux qui posait ses questions un peu ennuyeuses. Vous savez la critique qui a été adressée à Jean-Pierre Elkabbach régulièrement, j'en connais plusieurs. J'en doute plusieurs, mais d'avoir instauré, on en parlait tout à l'heure avec Christophe, une certaine proximité avec le pouvoir, quel que soit le pouvoir d'ailleurs en place. Mais il aimait le pouvoir. Alors, il l'aimait pour lui, et il l'aimait chez les autres. Et le pouvoir le fascinait. Pas à la couleur politique. Souvent, on me demandait, mais qu'est-ce qu'il est finalement? Et non, c'était le pouvoir qui le fascinait. Et, il n'était jamais aussi heureux que quand on décrochait une interview avec Gorbatchev, etc. Vous me demandiez l'interview qui m'avait le plus impressionné avec lui. En France, c'était certainement Marché et Chirac. Sur le plan international, parmi tous les chefs d'État, c'était Sadat devant les pyramides, ayant donc normalisé les relations avec Israël. Et donc devant les pyramides, on s'était mis d'accord. Bon, c'est moi qui ai posé les questions, ça s'est trouvé comme ça. Est-ce que vous vous demandez tous les jours si vous allez mourir sous le feu d'un terroriste? Et il nous avait répondu, oui, j'y pense tous les matins et ça finira par arriver. C'est une question, en plus il nous répondait en anglais, donc quand il a été effectivement assassiné, elle est passée dans le monde entier. Et c'était un souvenir marquant. Christophe? En France, il y a eu aussi l'interview de François Mitterrand où la question lui est posée sur la peine de mort. Ça a été un moment important pour son accession à la présidence. Oui, on avait évidemment décidé qu'on lui poserait la question, d'autant que c'était un sujet de débat. Hein, il faut se rappeler que à ce moment-là, c'est-à-dire juste avant l'élection de 81, la majorité des Français était pour la peine de mort. Pas une très grande majorité, mais une majorité autour de 60% quand même. Et on s'était décidé à poser la question quoi qu'il en soit. Et puis l'émission avait été, comme souvent, très dramatique, surtout qu'on était quand même très près du vote et qu'on voyait bien que c'était un vote totalement ouvert. Et donc on a terminé l'émission et la question n'avait pas été posée. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et donc j'ai posé la question. Et ça a été assez tumultueux dès que l'émission a été terminée, c'est-à-dire 30 secondes après. Parce que Mitterrand dit à ce moment-là? Non, parce qu'à ce moment-là, son entourage, qui était là, se précipite sur moi en disant en substance, si on perd l'émission, si on perd l'élection, ça sera de votre faute et on n'oubliera pas. Mais parce que Mitterrand dit la peine de mort, ça sera terminé. Et bien entendu, et que Mitterrand, à ce moment-là, descend de la petite estrade, me met la main sur l'épaule en me disant « Je n'oublierai pas que vous m'avez posé cette question et je vous en remercierai toujours ». Et les mêmes
qui m'insultaient 30 secondes avant se sont roulés sous mes pieds pour faire oublier ça, en disant non mais on s'est mal exprimé, c'est pas ce qu'on voulait dire. Bien entendu, on vous a tellement admiré, on attendait tellement ça. Et là, j'ai vu Jean-Pierre... c'était même plus de ricanement, je crois qu'il a fini par des éclats de rire en les regardant. Les deux, se sont retrouvés 13 ans plus tard, en 1994, à la fin des 2 septennats de François Mitterrand, où on le disait tout à l'heure, François Mitterrand est très malade au moment d'accepter cette interview, cette longue interview par Jean-Pierre Elkabbach, où ils vont mettre, les cartes sur table, là aussi, notamment la proximité de Mitterrand avec Bousquet, etc. Le rapport de Mitterrand à la mort, les forces de l'esprit dont parlera Mitterrand. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là, qui a été pour les Français aussi quelque chose d'assez... vous parliez de dramaturgie tout à l'heure, là on y était aussi. Alors d'abord, et ça c'était Jean-Pierre, un combat d'un an pour obtenir le principe de ce genre d'émission où en gros, au moment où François Mitterrand quitte le pouvoir et où il sait qu'il est sur le point de quitter la vie, de vider son sac jusqu'au bout et d'expliquer qui il était, pourquoi il l'a fait. Et Jean-Pierre a eu un mal de chien à obtenir un accord, c'était un très gros risque. En plus, François Mitterrand était non pas mourant, mais dans un état épouvantable. On le voyait à ce moment-là, enfin nous on le rencontrait, il était allongé sur un sofa, il pouvait à peine parler. En revanche, dès qu'il était assis et qu'il était sous les projecteurs, brusquement il ressuscitait. Mais on avait vraiment l'impression que c'était ressuscité. Et Jean-Pierre a mis un acharnement invraisemblable que j'aurais jamais eu moi, pour obtenir cette interview. Et ils ont vraiment, mais les deux, vidé leur sac. Jean-Pierre lui a posé toutes les questions qu'il avait au fond de lui-même pour essayer de comprendre jusqu'au bout quelqu'un qui était quand même le plus indéchiffrable de tous les présidents qu'on ait jamais eu, et le plus complexe. Et François Mitterrand, qui n'a jamais accepté qu'il avait quelque tort que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, à quelque moment que ce soit. Et accepter de vraiment s'expliquer sur Vichy, etc. Et ça, c'est un moment de télévision étonnant. Mais Jean-Pierre Elkabbach, il expliquait justement à propos de ces interviews, il m'avait expliqué que à la fin des entretiens, il y avait des mitterrandistes qui étaient venus le voir et pour lui dire on reconnaît bien là votre marque de l'anti-mitterrandisme, parce que beaucoup lui reprochaient évidemment les questions, et jusqu'au bout il aura eu quand même eu une partie de l'entourage de Mitterrand contre lui. Et il raconte aussi, quand il revoit Mitterrand, je crois que ça se passe vers il a son année de traversée du désert, il fait son livre sur Elkabbach, il est invité chez Pivot. Et à la suite de ça, Mitterrand le fait venir à l'Élysée, et il lui dit comment ça va la disgrâce. Elkabbach lui dit j'ai plus de travail, et je crois que quelques mois plus tard, André Rousselet, qui était ami de Mitterrand, l'aidera ensuite à reprendre l'antenne à Europe 1. Oui, mais François Mitterrand n'aimait pas du tout Jean-Pierre avant 1981. Ils avaient des rapports très antagonistes, et chaque fois qu'on interrogeait Mitterrand, c'était très compliqué de ce point de vue. Et une fois qu'il l'a connu après, et parce que Mitterrand, c'est aussi quelqu'un qui a traversé des défaites dans sa vie, donc il comprenait ce qui avait pu se passer. Et pas les traversées du désert, il en a eu. Justement, et donc il comprenait Jean-Pierre peut-être mieux qu'un autre. Et ils sont devenus ils ont vraiment eu une vraie proximité, mais c'est pareil avec Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac, au début, c'était un antagonisme absolu. Et puis, à la fin, je ne dirais pas qu'ils étaient amis, mais chacun appréciait l'autre. Et alors, Jean-Pierre, ça faisait partie... Maxime m'interrogeait là-dessus tout à l'heure. Ça faisait partie de son tempérament. Pour lui, être journaliste tel qu'il imaginait, c'était avoir un accès non pas simplement privilégié, mais unique, exclusif, avec ses interlocuteurs, différents des autres. Et... il passait un temps fou pour échafauder ça, et avec aussi une espèce de prescience qui faisait qu'il comprenait assez vite chez un jeune homme ou femme politique en ascension qui allait devenir tellement important et avec qui il était essentiel
de tisser des liens déjà. Il a été étonnant. On en a un certain nombre qui réagissent, évidemment, ce soir, des hommes, des femmes politiques, à la mort de Jean-Pierre Elkabbach. Si vous nous rejoignez, 86 ans, on l'a appris ce soir, la mort de Jean-Pierre Elkabbach. Voici les premières réactions, et notamment, je crois, de Nicolas Sarkozy, avec ce message posté sur Twitter. Tristesse de voir partir ce soir un grand du journalisme, passionné de politique, boulimique d'information, intervieweur pugnace et sans concession, directeur de médias exigeant et visionnaire. Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération. J'en fais partie pour avoir tant espéré, alors jeune élu, d'être son invité au micro d'Europe 1 jusqu'à ce qu'il me donne ma chance. Jamais je ne l'oublierai. Je pense ce soir à ceux qui, comme moi, l'ont aimé et admiré. C'est signé NS, Nicolas Sarkozy, Alain Duhamel. Oui, mais je pense que ce que Nicolas Sarkozy écrit, il y a beaucoup de dirigeants de toute sensibilité. Je laisserai sans doute de côté le Rassemblement national et peut-être les Insoumis, mais autrement, beaucoup d'autres partagent ça, en tout cas. Ouais. Vous parliez du Rassemblement national. Il n'a jamais voulu considérer que les élus du Front national étaient des élus comme les autres. Non, jamais. Jamais. Mais il y avait la question de l'antisémitisme quand même, qui, notamment avec Jean-Marie Le Pen, mais avec cette famille politique-là, pour lui restait quelque chose de totalement rédhibitoire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il avait commencé sa vie en Algérie et qu'il avait eu déjà des expériences directes difficiles de ce point de vue, avec ceux qui étaient des gens d'extrême droite déjà. On l'a reçu récemment, Jean-Pierre Elkabbach, pour parler de ses mémoires qu'il avait publiées. Est-ce qu'il vous parlait dernièrement de la trace, du souvenir qu'il aurait voulu laisser ? Non, je dirais que... Bon, je vais parler jusqu'au bout, et je l'ai vu... il continuait à essayer... Il continuait à se passionner pour l'actualité. Il continuait à essayer de comprendre ce qui allait se passer, comme il avait toujours fait, de façon d'ailleurs assez imprudente dans ses raisonnements, mais enfin bon, il adorait ça, et il voulait au contraire continuer à être dans la vie, et dans la vie politique. Pour lui, la vie et la vie politique, c'était la même chose. Et la vie intellectuelle, puisqu'il parlait des livres qu'il n'arrivait plus à lire, parce qu'il n'était pas en état de le faire. Mais jusqu'au bout, il s'est intéressé à ce qui se passait autour de lui. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ces derniers jours ? Oui, jusqu'à il y a quelques jours, oui. Bon, merci beaucoup. Merci Alain Duhamel d'être venu ce soir, d'avoir accepté de prendre la parole juste après la mort de votre meilleur ami. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Elkabbach, 86 ans. Merci beaucoup. Merci Alain de votre confiance et d'avoir accepté de témoigner ce soir.